Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je tiens aussi je profite de cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Donc comme vous pouvez le constater, CNPC au lycée est un cadre offert aux élèves des lycées du Sénégal mais aussi d'ailleurs de pouvoir nous suivre afin de comprendre les sciences physiques de façon globale. Donc on abordera chaque semaine, n'est-ce pas, un thème et on vous proposera une série de vidéos qui vous permettra tout simplement de comprendre ce thème abordé. Donc aujourd'hui, on commence la partie chimie. Oui, effectivement, dans CNPC au lycée, c'est la physique, mais aussi c'est la chimie, raison pour laquelle on va aborder le thème acide et base. C'est la raison pour laquelle j'ai dit acide-base partie 1. Et d'accord. Donc, dans cette partie, nous allons essayer de voir les acides et les bases, la différence entre acide fort, acide faible, la différence entre base forte, base faible, et d'accord, les dosages, les solutions tampons de façon globale. Maintenant, pour la partie acide de base, ce que l'élève doit savoir, c'est qu'on ne peut pas aborder la partie acide base sans pourtant comprendre les solutions. C'est la raison pour laquelle on abordera en première partie, n'est-ce pas, la partie solution, n'est-ce pas, c'est quoi une solution. Ensuite, une fois que nous avons fini de parler de la notion de solution pour la vidéo d'aujourd'hui, on parlera tout simplement de l'équation d'autoprotolyse de l'eau pour comprendre pourquoi l'eau conduit le courant électrique. Ensuite, nous essayerons de voir c'est quoi une solution acide, c'est quoi une solution basique, c'est quoi une solution neutre, n'est-ce pas, quelle est l'expression du pH, n'est-ce pas, donnée par Sorensen. D'accord. Et enfin, pour cette vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parlerons nous donnerons la définition d'acide selon Bronsted et nous terminerons par voir la différence entre un acide fort et un acide faible. Donc si vous êtes prêts, donc comme je l'ai dit, on va aborder d'abord la partie solution. C'est quoi une solution? On l'a vu en classe de seconde. Donc on nous a dit en seconde qu'une solution ou bien des solutions sont des mélanges homogènes, liquides, qui parle de mélange par au moins de deux parties. C'est la raison pour laquelle dans, n'est-ce pas, toute solution, on verra au moins deux parties, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le solvant et ce qu'on appelle le ou les solides, parce que nous pouvons avoir plusieurs solides dans une solution. Le solvant, c'est quoi? C'est celui-là qui nous permet de dissoudre le ou les solides. Donc, connaissant la définition d'une solution, l'élève doit savoir que toute solution est caractérisée par sa concentration. C'est quoi la concentration? N'est-ce pas? La concentration. La concentration n'est rien d'autre que cette grandeur qui nous permet de savoir comment la solution a été préparée. Je suis chimiste, je suis dans mon laboratoire, on me donne une solution, mais avant de l'utiliser, je dois savoir comment cette solution-là a été préparée par un autre chimiste qui est au Sénégal ou bien ailleurs. Donc, pour avoir une idée sur la manière dont la solution a été préparée, c'est la concentration qui va nous aider dans ce sens-là. Donc, et comme vous pouvez le constater, la concentration dépendra tout simplement de la quantité de solide, c'est la formule, mais aussi, dépendra aussi du volume de solvant. Donc, on dira que la concentration, c'est la quantité de solidité, c'est le rapport entre la quantité de solidité et le volume de la solution. Volume de la solution. La quantité de matière, n'est-ce pas, pouvant être caractérisée soit par le nombre de moles, la quantité qui peut être caractérisée par le nombre de moles N, ou encore, n'est-ce pas, par la masse M. C'est la raison pour laquelle on fera la distinction entre concentration molaire, notée C, qui va être égale à quoi? N, d'accord, nombre de moles de solidité, sur le volume de la solution. Mais aussi, n'est-ce pas, la différence entre la concentration molaire et la concentration massive, notée Cm, qui sera cette fois-ci donnée par la formule à savoir masse de solidité sur tout simplement le volume de la solution. Maintenant, puisque concentration massive et concentration molaire caractérisent, n'est-ce pas, toutes les deux la solution, forcément on doit s'attendre à avoir une relation entre la concentration massive et la concentration molaire. Et effectivement, cette relation elle est donnée par la relation suivante. Concentration massive égale à quoi? Concentration molaire, c'est multiplié par grand M, que représente le grand M dans rien d'autre que la masse molaire, tout simplement, du solide.
la masse molaire de solide. C'est bon? Donc, nous savons c'est quoi une solution. Nous savons que les solutions sont caractérisées, n'est-ce pas, par ce qu'on appelle la concentration. D'accord? Comment préparer une solution? Peut-être dans d'autres vidéos, on va y revenir pour vous permettre de mieux comprendre la méthode, bien les différentes méthodes de préparation des solutions. Donc, la partie concentration étant terminée, sans plus tarder, nous allons tout simplement voir, n'est-ce pas, l'autoprotolyse de l'eau. D'accord? Donc, c'est la partie blanche 2, autoprotolyse de l'eau. Mais pour voir la partie, pourquoi on voit, n'est-ce pas, la partie autoprotolyse de l'eau? Parce que nous, souvent en chimie, en terminale, on travaille avec ce qu'on appelle des solutions aqueuses. C'est quoi une solution aqueuse? Ce n'est rien d'autre qu'une solution dont, tout simplement, solution dont le solvant est l'eau. Donc, on est d'accord, l'eau, n'est-ce pas, et le solvant. Voilà, donc on appelle solution aqueuse toute solution dont l'eau est, n'est-ce pas, tout simplement le solvant. Maintenant, l'eau, n'est-ce pas, de formule H2O est une molécule. Donc normalement, on devait, certains s'attendaient à ce que l'eau ne conduit pas le courant électrique. Mais paradoxalement, on se rend compte que l'eau conduit le courant électrique. Qu'est-ce qui explique tout simplement que l'eau conduit le courant électrique? Parce que si l'eau conduit le courant électrique, n'est-ce pas, forcément, il y a des porteurs de charge. Ces porteurs de charge sont qui? On ne les connaît pas. Maintenant, comment l'interpréter? Mais ce qu'il faudra connaître dans cette partie-là, c'est que l'élève va savoir qu'en réalité, n'est-ce pas, lorsque nous avons de l'eau, des molécules d'eau entrent en collision, et lorsque ça entre en collision, ils vont donner tout simplement naissance à une réaction chimique qu'on appelle tout simplement l'autoprotolyse de l'eau. N'est-ce pas? En effet, n'est-ce pas, deux molécules d'eau, d'accord, entrent en collision pour donner tout simplement l'ion, n'est-ce pas, H3O+, n'est-ce pas, mais aussi l'ion OH-, l'ion hydrogène et l'ion tout simplement hydroxyde. C'est bon? Donc, pourquoi l'eau conduit le courant électrique? C'est parce que, n'est-ce pas, dans l'eau, nous avons H3O+, mais aussi dans l'eau, nous avons l'ion OH-. Donc, dans l'eau, nous avons ce qu'on appelle des porteurs de charge. C'est la raison pour laquelle l'eau conduit le courant électrique. Maintenant, l'eau conduisant le courant électrique, lorsque nous travaillons avec les... l'eau conduit le courant électrique, mais avant de passer, on va s'attarder un peu sur cette réaction autoprotolyse de l'eau. Cette réaction est une réaction qui est limitée. Et qui tend vers un équilibre chimique. Et à l'équilibre chimique, on va définir ce qu'on appelle tout simplement le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau. C'est-à-dire, notez K, qui est donné par la relation concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-. Mais qu'est-ce qu'on constate? Pour l'eau, ce produit ionique est égal à une constante. Mieux, d'accord, cette constante, n'est-ce pas, donc Ke, cette constante dépend uniquement, n'est-ce pas, de la température. Dépend uniquement de la température. Donc, le cadre dépend de la température, et uniquement de la température. Souvent, nous, on va travailler à 25 degrés Celsius. D'accord? Et à 25 degrés Celsius, le cadre est égal à combien? Est égal à 10 puissance moins 14. C'est une grandeur sans unité. N'est-ce pas? Donc, est-ce que nous avons fini de parler de l'eau? Je ne pense pas. Donc, ce qu'on retiendra, c'est quoi? L'eau conduit le courant électrique. Pourquoi l'eau conduit le courant électrique? Parce que, n'est-ce pas, il y a des porteurs de charge obtenus grâce tout simplement à l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Quelle est l'écriture de l'équation d'autoprotolyse de l'eau? Nous avons 2H2O donne H3O+ et quoi? Et OH-. 2H2O donnant H3O+ et OH-. Cette équation tend vers un équilibre chimique et à l'équilibre, n'est-ce pas, on définit le cadre. K égale à concentration d'H3O+, multiplié par concentration de OH-. Ce cadre ne dépend que de la température et à 25 degrés Celsius. Et d'accord, le cadre est égal à combien? Le cadre est égal à 10 puissance moins 14. Maintenant, pourquoi le cadre est égal à 10 puissance moins 14? Parce que tout simplement, n'est-ce pas, à 25 degrés Celsius, la concentration des ions H3O+ pour l'eau pure est égale à la concentration des ions OH-. C'est égal à combien? C'est égal à 10 puissance moins 7, n'est-ce pas, moins par litre. Et regardez, calculez, vous allez obtenir tout simplement K égal à...
Donc l'eau conduit le courant électrique, d'accord. Nous connaissons l'expression du produit ionique. À 25 degrés Celsius, la concentration des ions H3+ est égale à la concentration des ions OH-. D'accord. Et la valeur c'est 10 puissance moins 7. D'accord, moins litre moins 1. Ceci étant, on va continuer. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, on va essayer de voir, n'est-ce pas, c'est quoi une solution acide et c'est quoi une solution basique. Pourquoi? Parce que si nous travaillons avec des solutions aqueuses où le solvant c'est l'eau, conséquence, nous avons dans cette solution des ions H3+ et des ions OH-. Mais des ions H3, bon, pour l'eau pure, la concentration d'H3+ est exactement égale à la concentration des ions OH-. Maintenant, dans la solution, il peut arriver que le solide nous amène ou bien des ions H3+ ou encore des ions OH-. Et dans ce cas-là, il peut arriver 3 cas. D'accord, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si la concentration des ions H3+ dans la solution est telle qu'elle est supérieure à la concentration des ions OH-, on dira que non, ce n'est pas. Alors, on dira que la solution est acide. Maintenant, si la concentration des ions H3+ dans la solution est inférieure à la concentration des ions OH-, alors la solution est dite basique. N'est-ce pas? La solution est dite basique. Maintenant, si, n'est-ce pas, les solutés nous amènent H3+ et OH- en plus de H3+ et de OH- emmené par le solvant, à savoir l'eau, si nous parvenons à avoir la concentration des ions H3+ est égale à la concentration des ions OH-, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on dira tout simplement que la solution est neutre. Donc, nous savons qu'une solution est acide si la concentration des ions H3+ est supérieure à la concentration des ions OH-. Basique, dans le cas contraire. Neutre si et seulement si la concentration de H3+ est exactement égale à la concentration des ions OH-. D'accord. Donc, de façon globale, nous savons c'est quoi une solution. Nous savons, ok, c'est quoi une solution aqueuse. Nous connaissons l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Dans quel cas la solution est acide, dans quel cas la solution est basique et dans quel cas la solution est neutre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous allons essayer de voir? N'est-ce pas? Nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, particulièrement aux acides. Nous allons essayer de voir c'est quoi un acide fort, c'est quoi un acide faible. Donc, comme je l'ai dit, donc, nous allons nous intéresser aux acides forts et aux acides faibles. Et, n'est-ce pas, nous allons essayer ensuite de comprendre la différence entre un acide fort et un acide faible. Mais avant cela, n'est-ce pas, on va donner la définition d'un acide selon Bronsted. N'est-ce pas? Selon Bronsted, un acide est toute espèce, n'est-ce pas, moléculaire notée AH ou encore ionique notée pH+, capable de libérer en solution, tout simplement, n'est-ce pas, un proton. On dira que l'acide est fort si sa dissociation, n'est-ce pas, dans l'eau est totale. L'acide est faible si sa dissociation dans l'eau est partielle. Donc, nous connaissons la définition tout simplement d'un acide fort, nous connaissons la définition d'un acide faible, mais avant de passer, tout simplement, ce qu'il faudra retenir, c'est que, heureusement, qu'il y a le chimiste Sorensen qui nous permet tout simplement d'avoir un outil nous permettant de calculer le pH d'une solution. Parce que tout simplement, n'est-ce pas, grâce à un pH mètre, on peut connaître le pH d'une solution. D'accord. Et c'est un outil mathématique qui nous permet tout simplement de calculer à chaque fois, n'est-ce pas, à partir du pH, la concentration des ions H3+. pH est donné par la formule, pH égale à quoi? Moins log la concentration des ions H3+. Et à partir de ce moment-là, si nous avons besoin tout simplement d'avoir la concentration des ions H3+, on aura la concentration des ions H3+ égale à 10 puissance moins pH. D'accord. On reviendra, on fera une vidéo sur le pH mètre qui peut aussi jouer, n'est-ce pas, dans certaines expériences, le rôle tout simplement de voltomètre. On est d'accord. Mais de façon globale, retenez que, n'est-ce pas, grâce à un appareil appelé pH mètre, nous pouvons calculer le pH d'une solution. D'accord. Et si nous connaissons le pH d'une solution, nous pouvons en déduire la concentration tout simplement des ions H3+. Maintenant, on va voir la définition entre la différence entre un acide fort et un acide faible. Et pour cela, n'est-ce pas, on a ici un acide qu'on dit être fort, à savoir une solution d'acide chlorhydrique, de pH égal à 2 et de concentration C égale à 10 puissance moins 2. Et de l'autre côté, nous avons une solution tout simplement d'acide établi de concentration C égale à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1
et de pH 3,4. D'accord. Et toutes ces solutions, ok, bon, nous travaillons à 25 degrés Celsius pour les deux solutions okay, que je viens de citer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous avons nos deux solutions d'acide et l'un fort et l'un dit fort, dit fort, la solution liquide. L'autre aussi dit okay, une solution d'acide faible. Donc, on va voir pourquoi on dit que, n'est-ce pas, la première solution est forte et pourquoi on dit que la deuxième solution que nous avons proposée aussi est une solution d'acide faible. Mais avant cela, donc, il nous faut connaître l'inventaire, il nous faut connaître les espèces qui sont en solution. Et pour cela, il nous faut faire l'inventaire des espèces en solution. Et pour faire l'inventaire des espèces en solution, nous avons exploité l'équation d'autoprotolyse de l'eau, parce que le solvant c'est l'eau, n'est-ce pas? Donc, d'après l'équation d'autoprotolyse de l'eau, 2H2O donne H3O plus 1OH-. Mais nous allons aussi écrire l'équation de dissociation de tout simplement l'équation de dissociation du solide. HCl étant le solide, plus H2O donne H3O plus, n'est-ce pas, plus Cl-. Ici, il y a un transfert de protons, d'où vers tout simplement d'HCl vers H2O, c'est la raison pour laquelle nous avons H3O plus Cl-. Puisqu'il y a, n'est-ce pas, un proton libéré qui a été capté par l'eau, c'est la raison pour laquelle on dit que HCl est un acide, n'est-ce pas? Ici, l'équation de protolyse de l'eau aussi s'écrit de la même manière. CH3COH, à savoir, n'est-ce pas, l'acide éthanolique est acide. Pourquoi CH3COH est acide? D'accord? Parce que tout simplement, si on écrit l'équation de dissociation, CH3COH plus H2O, il y a libération tout simplement de protons de l'acide éthanolique vers l'eau. C'est la raison pour laquelle nous avons H3O plus et OH-, n'est-ce pas? Et en H3O plus et OH-, donc, n'est-ce pas? Nous allons essayer de voir comment la différence entre la solution d'acide chlorhydrique et la solution tout simplement d'acide éthanolique. D'accord. Et une fois que nous connaissons la différence entre ces deux solutions, nous pouvons dire pourquoi telle solution est acide est un acide fort, pourquoi aussi l'autre solution est un acide faible. Donc, à partir de ces deux équations, on peut faire l'inventaire des espèces chimiques en solution. Mais regardez ici. Ici, je suppose que la réaction est limitée. On va voir si à la fin la réaction est limitée. Là aussi, je suppose que la réaction est limitée. On verra si elle est limitée ou pas à la fin tout simplement de l'étude. Donc, pour la première solution, les espèces qui sont en solution sont H3O plus, virgule, OH-, et quoi encore, Cl-. Maintenant, on ne sait pas si il reste dans la solution HCl ou pas. On l'écrit. Donc, là aussi, n'est-ce pas, les espèces en solution, d'accord? En tout cas, on sait qu'il y a H3O+, il y a OH-, d'accord? Il y a aussi CH3COO-, il se peut qu'il reste aussi CH3COH à la fin tout simplement de la dissociation. Maintenant, comment on va faire? On va calculer les concentrations de ces différentes espèces. Comment? Le pH égal à 2, d'accord, nous permet de déterminer la concentration des ions H3O+, d'accord, qui va être égal à 10 puissance moins 2, d'après tout simplement cette formule, à savoir concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins 2. Maintenant, nous avons la concentration des ions H3O+, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la concentration des ions OH-, comment? Grâce tout simplement à l'équation d'autoprotolyse de l'eau, qui nous dit tout simplement, grâce au produit ionique, je veux dire, n'est-ce pas, K égale à concentration d'H3O+ multiplié par concentration de OH-, ce qui veut dire tout simplement que concentration de OH- égale à quoi? K sur concentration de H3O+. Et après calcul, qu'est-ce qu'on constate? Donc, ici j'ai deux colonnes, d'accord? Bien, je continue ici, ça me permet de dire que la concentration de OH- va être égale à quoi? D'accord? 10 puissance moins 2, moins 8, moins 2. C'est bon? Si j'ai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la concentration tout simplement de l'ion Cl-. Comment? Donc, pour calculer la concentration des ions Cl-, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'électroneutralité. Électroneutralité. C'est quoi l'électroneutralité? Pour les solutions aqueuses, n'est-ce pas? Nous avons une propriété qu'on appelle tout simplement l'électroneutralité, à savoir la somme
des concentrations des cations affectées de leur coefficient est égale aussi à la somme des concentrations des anions. Et les coefficients ne sont rien d'autre qu'en valeur absolue l'exposant de l'ion. Cela veut dire quoi si nous exploitons l'électroneutralité? Donc notre N. On veut dire tout simplement que la concentration de Cl- plus la concentration de OH-, là c'est les ions, c'est les anions, c'est égal à quoi? Concentration tout simplement de H3O+. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Concentration de Cl- est égale à concentration de H3O+, d'accord, moins concentration tout simplement de OH-. Maintenant, rien qu'en regardant les valeurs des concentrations d'H3O+ et celles de OH-, ici 10 puissance moins 2, de l'autre côté 10 puissance moins 8, on se rend compte tout simplement que la concentration des ions OH- est négligeable devant la concentration des ions, n'est-ce pas, H3O+. À partir de ce moment-là, on dira que la concentration des ions H3O+ est environ égale à la concentration des ions Cl-, car tout simplement concentration de OH- négligeable devant la concentration des ions H3O+. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? La concentration des ions Cl- va être égale à quoi? Va être tout simplement égale à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Nous avons la concentration des ions Cl-, celle, n'est-ce pas, des ions H3O+ et OH-. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer tout simplement de calculer, n'est-ce pas, s'il reste en solution, la concentration de HCl restant. Comment calculer la concentration de HCl restant? On va utiliser ce qu'on appelle la conservation de la matière, n'est-ce pas? Que dit la conservation de la matière? Elle nous dit tout simplement que la concentration de HCl qu'on aura à la fin de la transformation doit être égale à la concentration initiale de HCl moins la concentration de HCl disparue. Et à quoi est égale à cette concentration de HCl disparue? Ce que je sais, c'est que la concentration de HCl disparue, d'après l'équation de dissociation, est égale exactement à la concentration des ions Cl-. Ce qui veut dire que la concentration de HCl restant, d'accord, va être égale à la concentration initiale C moins tout simplement la concentration de Cl-. À quoi est égal à C? C est égal à 10 puissance moins 2. La concentration de Cl-, n'est-ce pas, formée est égale à 10 puissance moins 2. Ce qui veut dire tout simplement que la concentration de HCl restant va être égale à 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 2, c'est égal à 0. Qu'est-ce que je sais? Je constate tout simplement que HCl se dissocie pour nous donner H3O+ et Cl-. À la fin de la dissociation, il ne reste, n'est-ce pas, aucune quantité de HCl en solution. On dira que la dissociation est totale. Conséquence, l'acide, n'est-ce pas, chlorhydrique est un acide fort. Maintenant, si l'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, est un acide fort, qu'en est-il tout simplement de l'acide éthanoïque? On va voir. On va voir quoi? On va voir ce qui va se passer. Ok, de la même manière, okay, on va procéder de la même manière. Donc nous avons pH égale à 2, ce qui veut dire que concentration des ions H3O+ égale à quoi? Égale à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. C'est bon? Ensuite, nous allons nous intéresser à la concentration des ions OH-. D'accord, donc le pH n'est pas égal à 2, je rectifie. pH égale à quoi? 3,4, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, par calcul, qu'est-ce qu'on aura? On aura ceci, concentration de H3O+ va être égale à quoi? Concentration de H3O+, ok, après calcul, on aura tout simplement, on aura combien après calcul? 3,9 10 puissance moins 4, effectivement, 3,9 10 puissance moins 4. C'est bon? Maintenant, comment calculer la concentration des ions OH- grâce au KE, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons? Concentration des ions OH- c'est égal à quoi? KE sur concentration des ions H3O+, n'est-ce pas? Ici, c'est 10 puissance moins 14 sur concentration d'H3O+. On vient de dire que c'est égal à quoi? 3,9 10 puissance moins 4. D'accord? Ce qui veut dire quoi? La concentration de OH- va être égale à combien? Après calcul, on trouve tout simplement pour OH- 2,5 10 puissance moins 11. Ok, donc nous avons la concentration de H3O+ et celle des ions OH-. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons essayer tout simplement de calculer la concentration de CH3CO-. Comment? Par l'électroneutralité. L'électroneutralité dit quoi? Concentration de CH3CO- plus concentration de OH-
égale à quoi? Concentration de H3O+. On voit que la concentration de OH- est négligeable devant la concentration tout simplement de H3O+. On peut dire que la concentration de CH3, CO- est environ égale à la concentration des ions H3O+, ce qui veut dire que la concentration de CH3, CO- est égale à combien? Est égale tout simplement à la concentration des ions H3+, et la valeur qu'on avait, c'était 3 10 puissance moins 4 mol litre moins 1. On n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce que nous allons essayer de voir la concentration de CH3COH restante. Et d'accord, comment? La conservation de la matière. En faisant la conservation de la matière, qu'est-ce qu'on aura? Concentration de CH3COH restante. Ce n'est rien d'autre que la concentration initiale de CH3COH. C'est moins tout simplement la concentration de CH3COH disparu. Or, la concentration de CH3COH disparu n'est rien d'autre que la concentration de CH3CO- formée. D'accord. Ce qui veut dire que la concentration de CH3COH restante va être égale à quoi? 10 puissance moins 2, moins combien? Moins 3,9, 10 puissance moins 4. Et quelle est la valeur qu'on va trouver? On aura une valeur de 9,6, concentration de CH3COH restante va être égale à 9,6, 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, hein? C'est ça. 9,6, 10 puissance moins 3, effectivement. Moins litre moins 1. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons une solution d'acide éthanoïque au départ. La solution d'acide éthanoïque se dissocie. Nous donne quoi? Nous donne des ions H3+ et, n'est-ce pas, des ions CH3CO-. Mais à la fin, d'accord, n'est-ce pas, on constate qu'il reste une certaine quantité d'ions, n'est-ce pas, CH3CO, donc il reste une certaine quantité de CH3COH, c'est-à-dire de l'acide éthanoïque, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire que, n'est-ce pas, l'acide éthanoïque est un acide faible? Non, on va voir pourquoi ce n'est pas encore suffisant pour se prononcer là-dessus. Ok, donc je dis que ce n'est pas encore suffisant pour dire que l'acide éthanoïque est un acide faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore une idée du nombre, n'est-ce pas, de molécules de CH3COH, n'est-ce pas, qui se sont dissociées pour donner tout simplement CH3CO-. Et pour régler ce problème, nous allons définir ce qu'on appelle le coefficient, tout simplement, coefficient de dissociation. Notez alpha. Alpha, par définition, n'est-ce pas, est donné par la formule nombre de moles, tout simplement, de CH3COH dissocié, c'est-à-dire disparu, sur son nombre de moles initial. Oui, d'accord. Et on aura quoi? On peut aussi, en divisant partout par le volume de la solution, on peut l'avoir en fonction de la concentration. Et dans ce cas-là, ça nous donnera la formule concentration de CH3COH disparu. D'accord, sur la concentration de CH3COH initial. Donc, en calculant alpha, la concentration de CH3COH disparu, si on regarde bien à ce niveau-là, c'est égal à combien? La concentration de CH3COH disparu n'est rien d'autre que la concentration de CH3CO- formée, c'est égal à quoi? 3,9 10 puissance moins 4 sur la concentration initiale qui était égale à combien? 10 puissance moins 2. Ce qui veut dire qu'après calcul, on trouve alpha égale à combien? Alpha va être égal, après calcul, à 3,0. D'accord, bien, 0,039, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que si on écrit ça en termes de pourcentage, on aura 3,9%. C'est-à-dire que alpha est environ égal à 4%. Et comment interpréter ce résultat? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur 100 molécules de l'acide de départ, seules 4 se dissocient. On voit que la dissociation est faible et c'est la raison pour laquelle on dira que, n'est-ce pas, l'acide éthanoïque est un acide faible. Qu'en est-il de l'acide chlorhydrique? Parce que nous avions vu que, n'est-ce pas, la dissociation était totale. On voit tout simplement que alpha pour l'acide chlorhydrique, pour HCl, n'est-ce pas, alpha est égal à quoi? Concentration de
acer, n'est-ce pas, disparaît sur la concentration de acer initiale, c'est-à-dire que ça va être égal à la concentration de Cr- formée sur tout simplement C. Je peux aussi dire que c'est égal à la concentration H3 plus formée sur C. Et dans ce cas-là, après calcul, je l'ai pas, alpha va être égal à quoi pour l'acide chlorhydrique? 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que alpha est égal à 100%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur les 100 molécules, si vous avez 100 molécules de l'acide chlorhydrique, tous les 100 molécules se dissocient. On dira que la dissociation est totale et c'est la raison pour laquelle on dira que, n'est-ce pas, l'acide chlorhydrique est un acide fort. Maintenant, vous voyez, n'est-ce pas, et je suppose que vous avez compris pourquoi dans quel cas nous parlons d'acide fort et dans quel cas nous parlons d'acide faible. Dans nos prochaines vidéos, on parlera des bases fortes et des bases faibles et à partir de ce moment-là, on entrera maintenant dans la partie dosage. Donc je vous donne rendez-vous sous peu pour d'autres vidéos qui vous permettront justement de comprendre ce thème acide-base. Merci chers élèves et à très bientôt.